winemaker, le vigneron, celui qui nous fait ce merveilleux produit, Clavis Aurea, que nous allons ce soir déguster devant vous et vous expliquer un peu d'abord qui est Franck et ensuite comment c'est fait. Alors Franck, présente-toi. Alors bonsoir tout le monde. Merci pour ton invitation. Et, je vais faire rapide. Ça fait maintenant presque une trentaine d'années que j'opère sur la région bordelaise. J'ai démarré dans les Graves dans les débuts des années 90. Après, je suis parti dans les Pessac-Léognan, dans une grande maison. Et ensuite, je suis arrivé sur la rive droite. J'ai découvert la rive droite début des années 2000 avec un groupe américain. Enfin, un groupe américain, c'est surtout une personne qui a acheté plusieurs propriétés. Et du coup, j'ai pu découvrir cette région qui est la rive droite pour les Bordelais, et qu'on appelle Libournais, avec des belles appellations comme Pomerol, Saint-Émilion, et tous les magnifiques satellites, parce que ce qui se passe autour aussi, il y a des très bons vins. Et ce qui m'a permis aussi de pouvoir m'enrichir de tous ces terroirs, de ces rencontres, pour, il y a 4 ans, m'émanciper, prendre mon envol, parce que jusqu'en 2016, j'étais salarié. Et donc je me suis mis à mon compte pour faire du consulting, de la prestation de service aussi, et, des audits aussi. Et puis est arrivé naturellement l'idée de faire mon propre vin. Alors bien sûr sans être propriétaire, parce que les vignes ça coûte un petit peu cher. Ça coûte cher aussi, ouais. Et j'espère que ça viendra. Mais j'ai su m'entourer, là en l'occurrence, d'une amie qui est partenaire, qui sont les vignerons Rollet, Ouais. qui sont une très très belle propriété de 32 hectares, ce qui est Exceptionnel ici. exceptionnel à Saint-Émilion, sachant que la moyenne est à 11 hectares. on peut dire 5,5, 6. 5,5, 6, Ouais. effectivement. Oui, c'est la moyenne. Donc 32 hectares, c'est une belle propriété. c'est un bon morceau, Je connais pas Saint-Émilion. beaucoup. Voilà, donc on a développé ce partenariat à partir du millésime 2015, que tu as connu. Et puis là, on arrive au millésime 2018. Pour la petite parenthèse, la cave n'a pas eu de 2017, donc personne n'en a eu. Ouais, il y a eu très peu. Il y en a eu très peu, et puis ce qu'on a eu, j'estimais que c'était pas au niveau de ce que je recherchais moi pour ma marque. Tout simplement, donc comme je suis assez exigeant avec mon vin, et donc j'ai considéré qu'on ne devait pas le faire. On a fait comme Eiken, on n'en a pas fait. C'est ça, exactement. Voilà, donc on peut parler, tu veux peut-être qu'on parle du terroir? Alors moi j'aimerais bien d'abord qu'on parle du terroir. Oui, tu fais ça donc sur un terroir qui se situe où? Alors on va être, donc c'est attenant ça fait partie de l'appellation de Saint-Émilion, bien sûr. Donc on va être sur la commune de Saint-Étienne-de-Lys. Donc Saint-Étienne-de-Lys, vers le bas. voilà, sur la partie en fait fin du plateau, là, juste voilà. Et on va avoir des vignes qui vont être sur le coteau sud, coteau très bien situé, et des bas de coteau, et puis on va doucement dérouler jusqu'à Saint-Pédernens, où on va être plutôt ce qu'on appelle ici la plaine, mais c'est un endroit un peu particulier parce qu'il y a énormément d'érosion sur cette partie du plateau. D'accord. Et tous les sols qui étaient sur la partie basse ont bénéficié en fait de cette érosion, et donc on se retrouve avec beaucoup de molasses, avec des sols avec de l'argile bien sûr. On a des sables aussi. On a des crasses de fer aussi sur certains endroits. Ah ouais, quand même. Mais en fait, l'avantage en fait, avec la Aurea, c'est que selon le millésime, on peut tirer de n'importe quel terroir qu'il y a. On n'a pas un seul terroir. Donc on va pouvoir articuler selon comme un peintre avec des couleurs. Et voilà, il y a des pigments de qualité chaque année. Tu peux faire une nouvelle composition. Voilà, exactement. Par contre, en gardant toujours la ligne directrice. Et puis la signature. Voilà. D'accord. Donc on est vraiment typiquement
sur un terroir argilo-calcaire, mais avec quand même Il y a des nuances, voilà, il y a du sable. Il y a des parties où il y a des sables, mais qui ne sont pas forcément réméditoires. Le sable pas réméditoire. Par exemple, on est confronté maintenant à des millésimes chauds, Oui, où on peut s'apercevoir que des fois sur des sols très calcaires, la vigne elle souffre. Et sur des sables où en fait il peut avoir en fait de l'eau qui n'est pas très loin, en fait en sous-sol, on a plutôt des vignes qui vont plutôt bien se comporter sur des millésimes très chauds. Donc c'est pour ça que je te disais qu'on peut vraiment articuler chaque millésime différemment. D'accord. Bon, bah écoutez, ok, on va passer maintenant alors, à l'assemblage. Oui. Donc l'assemblage, alors quel est-il sur Clavis? Alors, nous sommes quand même sur un terroir d'assemblage, hein, Saint-Émilion. Oui. Ça reste une terre d'assemblage, principalement, depuis maintenant très longtemps. Donc est-ce que tu peux nous dire maintenant quelle est la part d'assemblage? Alors voilà, je te parlais de signature. Dans le Clavis Soréa, je veux qu'on sente l'effet millésime, mais je veux qu'on garde quand même la qualité et surtout, j'aurais parlé d'un tableau. Un Picasso, un collectionneur de Picasso sait que c'est Picasso, même s'il a eu des périodes différentes. On le voit dans le tableau. Là, c'est pareil. Je vais juste articuler de manière à ce qu'on soit le plus proche possible du millésime, donc du sol, bien sûr, du millésime et de la trame classique de Clavis. Donc, un exemple, sur 2016, par exemple, j'étais majoritairement en Merlot. D'accord. Donc, c'est pas, on va dire, principal du coin. Sur le 2018, il y a du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon. Quel est le pourcentage? Alors, on va être à 70-75% de Merlot. D'accord. Et puis on va être à 15% de Cabernet Franc et entre 5 et 8%. Est-ce que tu peux nous expliquer, Franck, le rôle de chaque cépage, hein, quel est dans la composition de ton vin, dans la composition du Saint-Émilion, le cépage a un rôle prépondérant. Bien sûr. Donc, on peut se retrouver avec des Saint-Émilion 100% Merlot, mais un Merlot qui va être sur du calcaire va être légèrement différent d'un Merlot qui va être par exemple sur des sables. D'accord. Voilà. Donc on va avoir plutôt des Merlots sur le calcaire qui vont être un peu plus minéral, avec une belle acidité, un bel équilibre, on va dire à maturité identique. Sur les Merlots du sable, on va se retrouver avec des Merlots peut-être un peu plus riches, un peu plus plats, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que il s'est planté, ou il se plante de plus en plus des Cabernets pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va équilibrer. On cherche des vins maintenant avec beaucoup plus de fraîcheur, ce que j'appelle moi un peu sexy. L'acidité aussi. L'acidité, voilà, c'est pour ça, la fraîcheur. Et puis on a ce phénomène forcément que nous on constate, hein, c'est le réchauffement. Les Cabernets auraient tendance normalement à produire moins de sucre, que les Merlots. Donc c'est pour ça aussi qu'on compense chaque année un peu plus. Voilà. Et dans le Clavis 2018, le rôle du Cabernet, c'est mon sel et mon poivre. D'accord. Voilà, c'est mes épices et voilà. Et je vais composer. Alors, on va rebondir sur l'élevage. On est à 30% de bois neuf, et 30% de barriques d'un vin et 30% en cuve. Et souvent, ce que je mets en cuve, moi, c'est souvent les Cabernets. D'accord. Donc je garde le peps, la fraîcheur, qui va venir à l'assemblage à la fin. Et c'est là où je vais doser. C'est là où je vais dire, cette année, il y aura 75% de Merlot, ou 80% de Merlot, etc. Donc vous voyez, on a encore des marges de manœuvre importantes. On pourra toujours élaborer le Clavis Soréa, comme on élaborera tous les grands Saint-Émilion, à chaque fois en compensant grâce à cet assemblage. Voilà. Bon, on va peut-être passer maintenant à la dégustation, voilà, pour que qu'on puisse vous transmettre nos premières impressions sur cette cuvée 2018. Alors, l'idéal pour déguster, hein, je vais faire un petit cours de... Oui, tout à fait, Franck. L'idéal, c'est toujours d'avoir une petite feuille blanche, ou une nappe blanche, une lumière plutôt blanche que jaune, ça c'est mieux. Oui, je suis désolé.
naturellement La lumière du jour. Et donc du coup, on va venir, déjà, regarder, on va aérer le vin. Enfin, je vais expliquer pourquoi après. L'oxygéner. Et puis on va légèrement courber son verre et puis regarder un peu la teinte sur le blanc. Alors ce qui va nous donner en fait, c'est compliqué de regarder à travers vraiment, mais le blanc de fond va nous donner en fait l'auréole qu'il y a juste au bord du verre. Il va nous donner un indice sur la partie. Voilà, si vous faites un ami vous dit c'est quel millésime, ça peut vous donner des indices. C'est-à-dire que plus ça va être large et la couleur va tirer dans les marrons, plus le vin sera vieux normalement. Voilà. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur des reflets encore violines, hein, c'est normal, il est jeune. On est plutôt sur du violacé avec un rubis profond. Ensuite, il y a ce qu'il faut voir aussi, c'est les reflets. Les reflets, voilà, donc je disais, là on voit des reflets qui sont vraiment violines, hein, c'est assez foncé, hein, c'est normal. Hein, sur les vins jeunes, c'est un peu la caractéristique. Ça tache les dents. Normalement, c'est les tanins. Les tanins sont encore présents quand les vins sont jeunes. Ils vont s'assouplir avec le temps, se bonifier, comme on dit, dans la bouteille pour en fait libérer encore plus de profondeur et beaucoup plus de finesse en vieillissant. D'accord. Après au nez, très important, il faut avoir un nez pour déguster. Oui. Si on n'a pas de nez, si vous êtes enrhumé, ça ne peut pas marcher si vous êtes enrhumé. Alors, on y va. Voilà. Donc là, c'est très floral. Très floral, beaucoup de fraîcheur, très fort. Là, la première chose, on l'a ouvert un petit peu avant. Il faut toujours carafer. Alors surtout sur les vins jeunes, forcez-vous à carafer. Je sais que des fois, c'est pas évident. On rentre, on a envie de boire un verre. Prenez un verre, essayez de l'aérer un petit peu ou carafez la bouteille une petite heure, une demi-heure. Voilà. Et puis une température autour de 16 degrés, c'est toujours sympa. Alors vous pouvez aussi utiliser, nous, ce qu'on utilise à Saint-Émilion, c'est un décanteur. Voilà. Vous versez votre bouteille dedans. Voilà, vous avez une grande surface ouverte, donc il va s'oxygéner beaucoup plus vite. Voilà. Et puis ça sert de verre aussi de temps en temps. Oui. Sur les fins de soirée. Oui. Surtout ici, je vais dire. Donc du coup, là, le nez, moi j'ai la violette tout de suite. Oui. C'est très floral, on est vraiment sur la violette. On va avoir des petites notes de cassis. On a de la groseille aussi. On s'enivrera rien qu'à la respirer. Ouais. Alors là, en l'occurrence, du coup, là, on sent vraiment, on sent que ça a été un millésime qui a été un peu compliqué à faire parce qu'on a été tout l'été, on a été attaqué par le mildiou, qui est en fait quelque chose qui, oui, je me souviens très bien. Voilà, qui va en fait détruire les feuilles et qui forcément va avoir un impact forcément sur le cycle naturel de la vigne, et ça s'attaque aussi, ça peut s'attaquer sur les grappes, et là c'est une catastrophe parce que là du coup on perd tout. On perd tout, ouais. Et, mais on a eu quand même un fin de cycle sur septembre magnifique. On a eu un été indien qui a permis quand même de faire peu, mais de faire très bon. Et là, on a réussi du coup à faire des vins très équilibrés. C'est pour ça que j'accentue sur le fait qu'on est sur des fruits frais, malgré tout. Et on n'est pas sur des pruneaux, on n'est pas sur quelque chose qui est non, on est vraiment sur des fruits frais. Après, on va retrouver sur la fin de nez, alors c'est un peu mélangé, on va retrouver l'élevage qui est encore présent, c'est-à-dire en fait les barriques. Alors même si elles ne sont pas très présentes, parce que 30% de bois neuf, c'est très peu. Oui, c'est même oui, c'est très peu par rapport à... mais voilà, le goût change, je pense. On ne voit plus des vins d'il y a quelques années qui étaient très boisés, etc. Là, c'est une volonté. Et là, on sent encore un petit peu l'élevage parce qu'on va avoir un petit peu de vanille, on va avoir un côté pâtissier aussi en nez, avec des arômes un peu de cacao. Voilà, c'est assez gourmand en nez. C'est complexe, en plus ça s'ouvre de plus en plus. Ça s'ouvre de plus en plus, il faut attendre un peu. Alors sachez-le, tous ces vins sont toujours à ouvrir avant dégustation, au moins 1h30 avant.
Ouais, une belle matière. Donc là, on disait, on rappelait que l'oxygénation c'est très important. C'est pas le meilleur des amis pendant l'élevage, mais après l'ouverture de la bouteille c'est très important. Comme ça, les aromes vont pouvoir s'épanouir avec l'oxygène. Et c'est pareil, la dégustation, on roule de l'air, en fait, on fait rentrer de l'air dans la bouche pour justement accentuer ce phénomène, de manière à avoir toute la partie tannique, aromatique qui va exploser en bouche. Alors, écoutez bien les conseils de Franck, parce que la dégustation, maintenant, c'est vous qui allez la faire à chaque fois que vous dégusterez du vin. Absolument. En espérant que ce soit du Clavis Auréa, bien sûr. Entre autres. Non. Et donc du coup, là, on a pareil une entrée en bouche qui est très fraîche. En plus, là, le vin est à bonne température. On a les tanins qui sont encore un petit peu jeunes, ce qui est normal, hein, on est sur un vin qui est jeune. On va avoir la finale qui est fraîche aussi, avec des beaux tanins soyeux, et une belle longueur. Alors l'acidité, on parle d'acidité, on va parler de minéralité aussi, parce que c'est souvent lié. Là, on sent qu'il y a une partie qui est sur du calcaire, c'est ce qui vient en fait signer un peu les Saint-Émilion, cette signature un peu de vin avec une belle fraîcheur. Globalement, les Saint-Émilion, vous avez toujours beaucoup de rondeur en bouche, c'est assez généreux. Il peut y avoir même des fois des tanins un peu présents, et puis derrière, il faut qu'il y ait toujours une belle fraîcheur. Ça, c'est la signature vraiment des Saint-Émilion. Et là, je trouve qu'on l'a. Non, on l'a. Le contrat est... Ouais, le contrat est rempli. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des notes de dégustation que tu as eues sur le 2018 hein? Oui. On a eu de très belles notes. On va dire, parce que bon, on sait que chaque journaliste, dégustateur a des affinités un peu différentes avec nos vins. Hein. Tout à fait. On va dire qu'on a une moyenne de 94-95 sur 100. Oui, ce qui est exceptionnel quand même. Et, pour un Saint-Émilion Grand Cru, classé en Grand Cru, c'est on est plutôt content et on est bien suivi parce qu'on essaye de faire des choses simplement mais avec passion. Et on est bien écouté, les gens les dégustent bien et depuis le début ils nous suivent et on a de chaque année ça s'améliore. Alors il y a toujours l'effet millésime, sur les millésimes un peu plus compliqués, forcément on n'a pas forcément les mêmes notes, mais après il faut lisser dans l'ensemble. Et dans l'ensemble on se situe très bien en Saint-Émilion, même je dirais sur Bordeaux, avec un bon rapport qualité-prix. Excellent rapport qualité-prix, puisque nous sommes à moins de 30 €, nous sommes même à moins de 28, nous sommes à 26 €. Voilà. Donc vous trouverez ça sur notre boutique en ligne Autour du Vin. En plus, vous bénéficiez avec le code promo Autour du Vin, vous bénéficiez d'une promotion exceptionnelle, c'est-à-dire que pour 5 bouteilles achetées, vous en avez une de plus, une offerte. Donc vous devriez en profiter pour maintenant, pour plus tard, pour Noël. Mais en tous les cas, c'est un vin de garde par excellence que vous pourrez garder très longtemps. Je vous remercie en tous les cas de nous avoir accompagnés ce soir pour cette magnifique dégustation, pour notre première dégustation en ligne et en direct. Voilà, à bientôt pour la prochaine. Au revoir.